Attention, il y a plein de petites plantes qui poussent ici. Bah Bonjour François. Salut Olivier. Encore en train de rêvasser sur ce beau tilleul à petites feuilles? Alors oui, ici on est vraiment dans un jardin qui est plus dédié à la contemplation que vraiment à l'action. Donc ici on est sous peut-être l'arbre le plus beau du jardin et un des plus utiles probablement pour la nature. Ouais. Les tilleuls sont des gros fournisseurs de pollen et de nectar, notamment pour les pollinisateurs, pas que pour les abeilles à miel, aussi pour les bourdons, cirfes, par exemple, les cirfes, les papillons. Il va servir aussi de nourriture pour les oiseaux via ses graines, pour certains insectes qu'on verra plus tard. De sites de nidification aussi Aussi, bien sûr. Alors, plus un arbre est vieux, plus il devient intéressant, principalement pour les oiseaux nicheurs. Alors, certaines branches meurent, vont faire des petites cavités. Les rouges-gorges pourront s'y installer. Il y a énormément d'araignées aussi dans les vieux arbres qui vont intéresser les oiseaux. Et donc voilà, c'est certainement une pièce maîtresse pour aider la nature dans un jardin, un vieil arbre. Donc qu'on laisse se développer comme ici, voilà, tout à fait naturellement. Il n'a pas été taillé ou juste un tout petit peu, certaines branches. Ouais, une ou deux branches, oui, c'est pas... Alors, forcément, on est ici sur un grand arbre, mais tu n'as pas fait que ça pour aider la nature dans ton jardin. Et je vois justement, sur le petit chemin, j'ai essayé d'éviter de marcher sur tes petites plantes chéries, parce que tu m'as dit que ça faisait longtemps que tu ne tondais plus, en fait, toute cette partie. Alors, bien déjà, ici, on est dans un jardin qui est assez arboré, donc de toute façon... les graminées ne vont pas pousser énormément parce qu'elles sont en concurrence pour la lumière et pour l'eau aussi principalement en été. Donc alors, comme j'ai remarqué que ça ne poussait pas, je n'ai pas tondu parce que déjà ça fait beaucoup de bruit, ça tue beaucoup d'insectes quand même, c'est pas très agréable comme travail je trouve, il y a des trucs beaucoup plus marrants à faire au jardin quand même que de tondre. Je confirme. Et donc ici j'ai décidé de laisser un petit peu tout sauvage. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que d'année en année la pelouse diminue, les graminées sont de moins en moins là, et progressivement, on va avoir une diversité en végétal qui s'installe. Donc par exemple, on voit ici, des petites campanules, qui vont fleurir début du mois de juin, des campanules à fleurs de pêcher pour les spécialistes. On va avoir aussi des petits muscaris on en voit qui toute vont venir. Une collection là-bas. Alors comme on est sous un arbre ici, eh bien, les oiseaux, dans la nature, un de leurs rôles, c'est de disséminer les graines. Donc vous allez avoir des petites aubépines, des petits tilleuls, des chênes parfois qui vont apparaître et donc vous pourrez par exemple les réutiliser pour faire vos haies, etc. Alors, les transplanter, les donner aux voisins, etc. Tout à fait, faire des échanges avec les voisins, pouvoir un petit peu diversifier votre jardin parce que bon ici il y a énormément d'ombre donc les plantes ne se développeront pas donc on peut les déplacer. Et donc voilà, donc on aura aussi par exemple ici différents types de mousse. Je sais bien que la plupart des jardiniers ça leur donne des cheveux blancs lorsqu'ils ont de la mousse dans leur pelouse. Et pourtant, c'est très, très, très utile. Alors, c'est très utile. Moi, je trouve ça très beau. Aussi, pour les jardiniers qui aiment bien se promener à pieds nus dans leur jardin, il y en a. Eh bien, c'est très agréable. Même au Japon, je sais qu'on s'arrache. On fait des jardins de mousse, tout à fait. On fait des jardins de mousse. Donc, tout ça, c'est un petit peu une barrière psychologique qu'il faut passer chez le jardinier. Mais une fois qu'on l'a accepté, moi, je trouve ça très joli. Aussi, ça fait des nuances de vert, on peut voir. Donc ici, il y a 2 ou 3 espèces de mousse. Et ici, on est en pleine période de nidification des oiseaux et justement, ça peut servir énormément pour... Exactement, comme on le verra tout à l'heure sur certaines souches qu'on a laissées dans le jardin. Les oiseaux viennent prélever la mousse, les branchages aussi, certains branchages qu'on ne ramasse pas après une tempête par exemple, pour concevoir leur nid. Encore ici. Donc voilà, ici on a des brindilles de saule par exemple. Le saule, c'est un saule cassant ici qu'on regardera après. Et donc, il est très fragile en cas de vent et donc les oiseaux vont s'en servir. Par exemple, les pigeons ramiers, en ce moment, vont utiliser ces branchages pour faire leur nid. Ah ben, tant qu'on y est, on va parler du saule. On va aller le voir, le saule. Alors, on va faire un petit tour au saule. Ah ben voilà, on arrive sur ton saule, là, ici. Alors voici, Alors, on est sur un saule ici. Donc, c'est un saule qui a environ une trentaine d'années. Il n'a pas poussé énormément parce qu'on est dans une pente. Donc il souffre un petit peu du stress hydrique, on va dire. Surtout ces dernières années, il perd ses feuilles vers la fin du mois d'août. Alors, parce que le sol, évidemment, il est un peu plus drainant vu qu'on est en pente. Il y a aussi un aspect vraiment très très important, malgré qu'il n'ait pas poussé énormément, c'est qu'il s'est énormément creusé avec le temps. Ouais, je vois ça. Alors, il a évité un peu partout. Voilà, tout à fait. Il a été donc taillé en tétard, comme beaucoup de saules dans nos régions qui sont utilisés pour drainer les sols. On les verra tout à l'heure, les tiens. Voilà. Alors ici, donc, au fur et à mesure qu'on coupe les branches, disons tous les 7 à 8 ans, l'arbre est rabattu au niveau de la boule, qui lui donne son nom de tétard. Et donc ici, on peut voir qu'il y a déjà énormément d'insectes visibles sur le tronc. Donc c'est vraiment
Ici, ouais, des ici là, donc, on voit il y a des coccinelles européennes, on a des gendarmes qu'on appelle communément. Ouais. On a des osmies qui viennent alors, un petit peu les abeilles solitaires viennent se réchauffer sur l'écorce, tout à fait. Alors on a très souvent aussi des nichés de rouge-gorge dans cet arbre aussi. On a également parfois des mésanges qui viennent se nourrir des insectes dans le tronc. On a même des petits coléoptères, des cétoines, qui sont d'ailleurs les amis des jardiniers. Oui, parce que finalement, ça se creuse, il finit par avoir une sorte de terreau à l'intérieur. Donc tout à fait. Alors, en effet, la matière organique, donc les feuilles, les morceaux d'écorce, etc., vont finir par se coincer à l'intérieur de l'arbre, vont former un compost, un terreau, tout à fait, on peut appeler ça comme ça. Et donc ça va attirer évidemment toute une faune à l'intérieur, certains bourdons qui vont hiberner là-dedans. Vous allez avoir aussi des coléoptères, toutes sortes de mouches. En fait, tout ce qui peut se retrouver dans un compost, même des vers de terre sont capables de monter là-haut sans problème, des cloportes, etc. Donc c'est vraiment des arbres qui sont d'une grande richesse pour la faune et même pour la flore. Parfois, vous avez des lierres qui vont pousser là-dessus. Quand c'est pas carrément un sureau. Voilà, même carrément un sureau parfois qui peut pousser. Donc c'est vraiment extraordinaire comme façon de mener un arbre, j'ai envie de dire. Et puis tu auras de la mousse, tu auras du lichen, tu auras effectivement des champignons qui vont finir par attaquer petit à petit. Voilà. Donc en fait, bien souvent, quand un arbre est traité en tétard, il va rester vivant sur son pourtour, mais à l'intérieur, il va mourir, pourrir, et de ce fait, il va pouvoir accueillir énormément et protéger énormément d'animaux. Alors, un exemple bien connu des naturalistes, c'est par exemple la chouette chevêche, qui va aller se retrouver ici. Mais ça peut être évidemment plein. Il y a même des abeilles, parfois. Donc les abeilles l'abeille à miel, notre abeille à nous, l'abeille noire, qui peut même, dans certaines cavités de sol tétard, se développer. Malheureusement, elle est devenue assez rare dans nos campagnes, mais c'est tout à fait envisageable. C'est le type d'habitat qu'elle va rechercher, classiquement dans la nature. Alors on a vu un arbre bien vivant, qui était très utile à la nature. On a vu un arbre qui est finalement mort-vivant, presque. Qui est plus ou moins on pourrait presque dire ça. On pourrait dire ça. Eh bien, on va voir du bois mort maintenant, parce que ça aussi, c'est très très utile. Tout à fait, extrêmement utile. Alors justement, ici, on est devant l'un de tes tas de bois, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors ici, tu as presque fait une sorte de haie de bois mort, en gros. Alors voilà, c'est exactement le principe. Donc ici, on a un jardin qui crée énormément de bois, de brindilles, de matière organique. Sur l'année, le principe d'un jardin où la nature a plus de place, c'est notamment de réutiliser les matériaux et de ne rien exporter du jardin. Voilà, tout reste dans le jardin. Voilà, on n'exporte pas au parc à conteneurs, à la déchetterie, etc. Le principe, c'est vraiment de garder la richesse qui a été produite au jardin. Et on ne brûle surtout pas. Et on essaye de ne pas brûler, ou bien à la limite, si on brûle, qu'on le fasse pour se chauffer et non pas brûler pour rien. Non, juste pour rien et pour... Voilà. Alors, parfois, quand on a du bois en excès ou qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on a assez de stock de bois pour brûler pour l'hiver, on peut, pour aider la nature, les animaux, les insectes et aussi par exemple les hérissons, on va pouvoir faire ce genre de petite structure ici. Alors, ça n'a pas seulement la fonction d'empêcher les regards, ça a aussi une fonction d'aide pour la nature, mais aussi de protection contre le vent, par exemple, pourquoi pas. Ou carrément de clôture, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Alors, ça peut aussi avoir un aspect un peu esthétique. Alors, ça dépendra, des gens n'aimeront pas, mais moi, je trouve ça assez joli, parce que le bois va se teinter de différentes couleurs en fonction de l'humidité, du soleil, de la chaleur, de la température. On va avoir aussi énormément de colonisation par d'autres végétaux. Alors là, c'est un tas qui n'est pas très vieux. Il a 5-6 ans, donc il faut encore un peu de temps. Mais au fil des années, vous allez voir apparaître des champignons, des lichens, de la mousse, du lierre qui est en train d'apparaître ici un petit peu. Ici, Alors, et tout ça va évidemment ramener toute une cohorte d'animaux. Donc vous pouvez avoir des petits oiseaux qui vont venir nicher ici. Par exemple le troglodyte, qui est bien connu des jardiniers, qui a un chant très fort en printemps. Aussi, évidemment, au fur et à mesure des années, ce bois va se décomposer. Donc il va enrichir la terre. Ça va s'abaisser petit à petit. Ça va s'affaisser petit à petit. Et pourquoi pas, on pourra récupérer le compost qui s'est créé en dessous pour remplir un carré potager, faire ses semis avec un terreau très fin, ou tout simplement enrichir ses légumes au potager. Donc il y a vraiment une multitude de fonctions pour ce genre d'aménagement. Et donc forcément, comme tu dis, ça va s'abaisser petit à petit. Ce qu'il faut, c'est recharger
Genre une fois par an, par exemple, à l'époque des tailles, hop, on remet un petit peu de bois à chaque fois dessus pour que ça garde plus ou moins la même exactement. taille. Alors ici, je remets environ un petit quart par an du tas. Quand même, oui. Pas plus. Pas beaucoup plus, ça dépend vraiment du type de branchage. Plus c'est épais, moins ça se décompose rapidement, évidemment. Ici, vous avez une grosse branche de platane que j'avais récupérée le long d'une drève qui aurait fini probablement brûlée ou dans un composteur. Donc ici, j'ai trouvé que c'était sympa de le ramener. Il y a déjà un creux, une cavité dedans, voilà. Ouais, si ça se trouve, il y a des petites bêtes dedans, voilà. Ouais. Alors souvent les gens vont dire oui, mais vous allez attirer des rats. Alors pas vraiment. Les rats, ce qui les intéresse, c'est plus la nourriture, les composts mal entretenus, etc. Les graines aussi, les ça graines, beaucoup. Voilà. Ouais. Ici, vous allez vraiment plus attirer la faune locale. Donc certaines petites musaraignes, par exemple, qui vont manger vos limaces. Vous allez avoir des bourdons qui peuvent faire aussi leur nid dans un ancien trou de souris, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant au jardin. Et moi, je trouve que c'est esthétique. Après, ça dépend. Tu as parlé de platane, je vois qu'il y a du boulot, il y a un petit peu de tout. On peut mettre quoi vraiment comme bois? On peut mettre tout ce qu'on veut. À peu près tout est bon en fait. L'important, c'est d'essayer qu'il n'y ait pas trop d'espace entre les branches pour éviter qu'il y ait trop d'air qui passe, que ça se dessèche trop facilement. Donc essayez quand même de remplir l'espace un maximum. Mais tout est bon, que ce soit de l'épicéa, même du laurier. Ici, il y a beaucoup de brindilles de bouleau. On est sous une petite boulée ici. Voilà, un petit bosquet de bouleau. Ça peut vraiment être toutes les essences. Il n'y a vraiment pas d'interdiction, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors ici, c'est assez grand, c'est assez imposant, on peut le faire plus petit si on veut, mais on peut, si on a un tout petit jardin, on peut aussi faire des simples tas de bois qu'on va cacher, on va dire, derrière un massif, derrière quelques arbres pour qu'on ne les voit pas trop. Mais un simple petit tas de bois de ça de hauteur et ça plus ou moins ça de largeur, ça servira aussi aux hérissons, comme tu l'as dit, peut-être même aux troglodytes, effectivement, à pas mal de choses ainsi. Alors en effet. Dis-moi. Vas-y. Alors évidemment, plus le tas est grand, plus on a de la chance d'accueillir une belle diversité, mais même le plus petit tas peut être très utile pour les insectes auxiliaires du potager, par exemple. On peut parler des coccinelles, certaines araignées, certains petits carabes aussi, qui vont s'attaquer aux limaces. Donc ça peut être très intéressant, en effet, même si c'est petit, pas trop loin du potager, c'est une très bonne idée. Les crapauds, par exemple, aussi. On peut y penser, on les oublie parfois, les batraciens, mais les crapauds seront intéressés aussi. Ils sont aussi un excellent auxiliaire pour le jardin. Tout à fait. On a vu les tas de bois, on a vu les barrières de bois, mais on peut aussi utiliser un vieil arbre qui est par mort, exemple, voilà. hélas pour lui. Alors on avait un bouleau ici. Ouais. Il était un peu menaçant pour la cabane et il commençait à dépérir. Alors ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai coupé sa cime qui avait beaucoup de prise au vent et j'ai laissé le fût. Alors ce fût va être très utile, par exemple pour les pics, qui sont quand même des hôtes fréquents dans les jardins où il y a des parcs pas trop loin, par exemple. Donc le pic va venir pour aller manger les larves. Notamment le pic et pêche surtout. Ouais. Alors le pic et pêche surtout. Le pic vert, lui, s'intéresse plutôt aux fourmis rouges au sol. Mais ici, ce qui va intéresser le pic et pêche, ce sont les larves, par exemple les larves de coléoptères, qui vont commencer à coloniser le bois. Les larves aussi d'abeilles solitaires. Alors vous aurez aussi des champignons qui vont arriver, les polypores principalement. Donc ça va vraiment de nouveau accueillir énormément d'animaux. Un jour ou l'autre, évidemment, le bouleau va se coucher. Le bois mort sera de nouveau réutilisable soit pour un tas, pour un compost ou pour le potager, pour faire des aménagements, des belles bordures par exemple. Donc en conclusion, c'est utile de le faire, mais à faire avec parcimonie. Parce que, comme tu l'as dit, tu as coupé la cime, donc il y a moins de prise au vent, mais au bout d'un moment, ça peut risquer d'être dangereux. Ça peut tomber. Alors il faut faire attention, en effet, il faut vérifier de temps en temps la stabilité, voir s'il devient léger et poreux, alors là, il risque de tomber. Faire ça pas trop près d'une maison, voilà. Et donc faire attention s'il y a des enfants aussi, évidemment. Sinon, on peut réduire la hauteur aussi. On perd le pic, mais encore c'est même pas sûr, mais on aura quand même... Alors on peut le faire aussi à hauteur d'homme, ici, 1,80 m, 2 m. Et ça aura aussi une très bonne fonction, il n'y a pas de souci. Aussi, la plante va probablement être colonisée plus tard par du lierre. On peut planter par exemple un chèvrefeuille, une vigne au pied de cet arbre. Et ça servira de tuteur naturel. Et en plus de tuteur, eh bien, vous aurez l'avantage de favoriser la vie du jardin, en plus d'avoir la beauté des fleurs qui montent dessus. Alors on a parlé d'oiseaux avec le pic et pêche. Oui. Je sais que tu aimes bien aussi les oiseaux, d'ailleurs je t'ai vu avec une paire de jumelles tout à l'heure. Ah, tout à fait. Et justement, tu t'es amusé à mettre pas mal de petits nichoirs pour les oiseaux. Donc ça, on va les voir tout de suite. Alors en parlant de nichoir à oiseaux, pour moi, ce serait un nichoir à grain pro, ça non?
Alors tout à fait. Donc la plupart des gens mettent souvent des nichoirs pour les mêmes espèces. Donc par exemple pour les mésanges, souvent, ouais. Mésanges bleus, mésanges charbonnières. Souvent ça manque un petit peu de diversité au jardin alors qu'il existe des nichoirs tout aussi simples à réaliser ou très peu chers si vous n'êtes pas très bricoleur. Donc ici par exemple on a un nichoir pour le grimpero des jardins qui est un petit oiseau assez discret qui va plutôt marcher le long des arbres, le long des troncs plutôt que voler ou attraper les insectes au vol. Alors même si un nichoir n'est pas forcément occupé par l'oiseau la première année ou même la seconde, il y a quand même des animaux qui vont pouvoir s'y réfugier pendant l'hiver. Donc par exemple, certains papillons de nuit j'y pensais pas, peuvent passer l'hiver dans un nichoir. Les coccinelles, des perce-oreilles par exemple. Alors vous avez aussi des oiseaux qui vont s'en servir comme abri pendant l'hiver, pour les nuits très froides. Par exemple les troglodytes font ça. Ils gagneront au moins 1 ou 2 degrés. Alors ils gagneront quelques degrés, ils seront protégés du vent. Ouais. Donc voilà, ici alors ce nichoir est posé assez haut. La plupart du temps la hauteur est quand même meilleure, plus sécurisante pour les oiseaux. D'accord. Aussi, là on ne le voit pas, mais le trou de vol est placé plein est. Donc bien souvent, il faut bien réfléchir à la direction du trou d'entrée d'un nichoir. Donc bien souvent, c'est plein est. Pourquoi plein est? Parce qu'en Europe occidentale, en France et en Belgique, souvent, les vents viennent de l'ouest ou du sud-ouest. Donc ça évitera à l'eau de rentrer et aussi au froid de s'installer. Et pas plein sud non plus, parce que là, ça va être trop chaud. Tout à fait. Voilà, alors là, pendant l'après-midi, le côté sud est protégé par les feuilles des arbres, ici des bouleaux. D'accord. Donc ça permettra de garder une température convenable qui ne pourra pas nuire à la nichée, par exemple, aux oisillons, ou même aux adultes, tout court. Ouais. Donc voilà, ici ça c'est vraiment un bon emplacement, et en plus les prédateurs, comme on peut voir, ils n'ont pas de perchoir sur lequel se mettre. On pense bien sûr aux chats, mais il n'y a pas que les chats. Il peut y avoir aussi des fouines. Par exemple, il y a des fouines qui visitent ce jardin de temps en temps. Donc tous ces prédateurs-là ont quand même moins de facilité à s'approcher. On pourrait même mettre un collier avec des pics, mais ici c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, mais c'est faisable. Donc voilà. Alors on parle des nichoirs à oiseaux, c'est souvent ce qu'on pense mettre en premier dans un jardin un peu nature, c'est les nichoirs pour les oiseaux. Mais il n'y a pas que ça, on peut prendre d'autres types de nichoirs et on va les voir tout de suite. Tout à fait. Oula, il y a de la vie là-dedans. Alors oui, alors là c'est vraiment le grand moment de l'année pour l'émergence des osmies. Voilà, je rappelle qu'on est en fin mars ici pour l'instant, donc... Voilà, on approche tout doucement de la fin du mois de mars. Donc c'est le moment de l'émergence de certaines abeilles solitaires, donc qui ne vivent pas en colonie. Alors ici on pourrait croire qu'elles vivent en colonie, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'elles ont un HLM, si on veut dire, qu'on a mis à leur disposition. Voilà, tout est rassemblé. Voilà. Alors, d'ailleurs, justement, ce nichoir a l'air d'être monospécifique, parce qu'on voit beaucoup de nichoirs où il y a plein de choses dedans. Il vaut mieux avoir qu'une seule espèce par nichoir. Voilà, parce qu'en fait, au lieu de favoriser les insectes, si vous utilisez un hôtel à insectes avec plein de loges différentes pour plein d'espèces différentes, vous allez transformer un petit peu votre hôtel à insectes en banquet. Un espèce de banquet où tout le monde va essayer de manger tout le monde. Donc c'est peut-être mieux de faire des nichoirs monospécifiques. Voilà, bien séparés. Pour une seule espèce, ou en tout cas un seul type d'espèce qui a la même biologie et qui ne va pas se nourrir de ses copains. Donc parce que le but, c'est quand même pas de faire un cirque, c'est quand même de faire quelque chose qui soit utile pour votre jardin. Là, en l'occurrence, c'est pour la pollinisation. Donc la pollinisation des légumes, des fruits. Bientôt les poiriers, les pommiers vont entrer en fleurs et elles vont être visitées par nos abeilles à miel, mais aussi par les autres espèces d'abeilles sauvages que nous comptons en Belgique et en France. Il y a plusieurs centaines d'espèces. Donc voilà. C'est un aménagement qu'on peut faire pour améliorer par exemple sa rentabilité en fruits, tout simplement. Voilà, ou au potager, en pommes, etc. poires, cerises ou au potager. Alors, ici, c'est un abri à osmie. Mais j'ai vu un autre abri un peu bizarre là-bas. Alors oui, il y a quelque chose d'un peu moins classique qu'on va aller visiter tout de suite. C'est un nichoir pour les frelons. Frelons? Tu déconnes. Alors, pas pour les frelons asiatiques. Ah, d'accord. Frelons européens, donc on précise bien. Alors oui, ça n'a rien à voir avec le frelon asiatique qui est arrivé en France il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc ici, on est bien sur un nichoir pour les frelons indigènes, donc qui vivent chez nous depuis des centaines d'années. Et qui ne sont pas agressifs ni dangereux pour l'homme ni pour les abeilles. Alors évidemment, il ne faut pas aller taper
sur le nid, il faut les respecter et garder ses distances. De toute façon, là, il est trop haut. Voilà, il n'y a aucun problème de sécurité. Les frelons ne sont pas des animaux agressifs. Ils sont même un peu moins agressifs que l'abeille à miel, qui sont souvent, qui vont piquer. Ça arrive, les accidents arrivent. Le frelon européen, lui, il ne va pas s'attaquer à l'homme et il ne va pas défendre son nid trop ardemment. Mais pourquoi poser justement un nichoir? Alors, les frelons, on l'a bien oublié, ça ne sert pas seulement à faire peur aux enfants, ça sert aussi à réguler beaucoup de ravageurs dans la nature. Alors notamment, ce sont des grands carnassiers. Donc eux, ils ne vont pas tellement se nourrir de nectar et de pollen, mais ça va être plutôt se nourrir des chenilles, des larves, des petits cadavres de mammifères même. Ils vont s'attaquer aux pyrites du chou, au jardin, qui sont très embêtants pour les jardiniers. Donc voilà, c'est vraiment des auxiliaires très importants, des animaux qui sont mal aimés, mais probablement mal compris et qui font peur parce que ça fait beaucoup de bruit quand ça vole. C'est comme un hélicoptère un peu. Ce sont des animaux qui sont grands, qui sont colorés, donc ils sont très impressionnants. Mais honnêtement, c'est des animaux qui sont assez pacifiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y avait une vieille légende avant qui disait que 3 piqûres de frelons pouvaient tuer un cheval, c'est tout à fait faux. Le venin d'ailleurs de frelons est moins dangereux au prorata que le venin d'abeille à miel. Il est moins agressif, moins concentré. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'une cohabitation peut arriver entre le jardinier et par exemple le frelon, ou bien même un nid de guêpe, s'il est bien placé et qu'il n'est pas dangereux, qu'il n'est pas dans le passage, il peut tout à fait cohabiter avec un jardinier qui a un peu une sensibilité un peu plus écologique. Voilà. Alors on a vu les oiseaux, on a vu les insectes, maintenant on va voir un dernier type de nichoir qu'on peut poser chez nous. Tout à fait. Je t'avais perdu. Alors c'est ça ce nichoir le nichoir à l'héros? Alors voilà, il a une allure un petit peu particulière ce nichoir parce qu'il peut être un peu désarçonnant, parce qu'il n'y a pas de trou d'entrée, on ne voit pas de trou d'entrée. C'est marrant ça. C'est en fait parce que le trou d'entrée fait face au tronc. Donc comme c'est un petit nichoir pour les mammifères du jardin, ici en l'occurrence pour le laireau, qui est un petit mammifère qui a malheureusement très fort disparu de nos campagnes, qui est devenu rare et qui était un hôte très courant le siècle passé de nos vergers. Alors ici, on essaye de l'attirer avec un nichoir qui lui est dédié. Voilà, et dans un pommier justement. Dans un pommier, tout à fait, une petite partie un peu sauvage du jardin, une de plus. Alors donc le trou fait face à l'entrée pour éviter que les prédateurs puissent s'y introduire et aussi évidemment pour éviter que les oiseaux y viennent, puisque ici c'est un nichoir qui est plus dédié aux mammifères. D'accord, ouais. Alors tu me dis justement qu'une partie qui est un peu sauvage, je vois justement que tu as un beau petit roncier. C'est assez sympa. Alors, les ronces, les gens détestent ça en général, ils veulent tout couper, c'est comme les orties. Et pourtant, ce sont des plantes sauvages qui fournissent énormément de choses pour la nature, qui fournissent de la nourriture justement au niveau des fleurs, au niveau des fruits, mais pas seulement. Alors, c'est vrai que c'est une plante qui a vraiment extrêmement mauvaise réputation. Ça rappelle les mauvaises sorties en forêt où on se perd, on se griffe partout. On se fait mal, c'est très difficile de s'en débarrasser, ça s'accroche. Mais ce qu'on oublie souvent de dire aussi, c'est que c'est une plante vraiment une des plus cruciales pour la biodiversité dans nos campagnes, dans les talus, dans les forêts. C'est une plante qui fournit un abri aux petits comme aux gros mammifères, aux oiseaux, aux chevreuils. Il va fournir de la nourriture en automne. Il fournit de la nourriture aux pollinisateurs au mois d'août. Aux chenilles de certains papillons aussi. Aux chenilles, tout à fait. On va aussi avoir certains insectes qui vont se loger dans les tiges creuses, parce que la tige de la ronce est creuse. Alors, les mûres sont très très bonnes à manger. Elles ont vraiment une très bonne saveur si on arrive à les attraper, évidemment. Alors, c'est aussi une clôture qui peut être naturelle, une clôture défensive pour le long des jardins. On l'oublie peut-être, mais ça peut remplacer les aubépines, par exemple, les berbéris ou d'autres... Les pyracantha ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Donc ça peut servir aussi d'une belle barrière défensive. Alors comme on le voit ici, on est à la sortie de l'hiver et le feuillage est encore parti en présence, un petit peu sur les rameaux. Ouais, donc ça veut dire que vous êtes caché quand même du regard des voisins, par exemple, pendant une partie de l'année. Alors ici, évidemment, ça fait mal quand même, c'est de la ronce. Donc dès qu'elle s'introduit un petit peu dans la pelouse ou dans la prairie, j'aurais tendance à la couper. De préférence après la floraison, c'est mieux pour quand même que les insectes en aient profité. Et donc voilà, elle est jugulée.
et on peut la faire pousser par exemple dans une haie indigène. Ça donnera un très bel effet naturel à votre haie. Donc voilà, c'est par exemple une des utilisations de la ronce au jardin. Voilà, ici on a pris évidemment quelques petites astuces et bonnes astuces de François pour apporter un peu de nature au jardin. Évidemment, il y a d'autres choses à faire. On peut planter tout ce qu'on veut comme plante indigène. On peut planter une belle haie justement d'arbustes indigènes qui va permettre aux oiseaux de nicher, de se nourrir, etc. Mais aussi d'avoir des floraisons pour les pollinisateurs. Bref, il y a plein de choses à faire pour la nature au jardin. Ici, c'était juste quelques petites astuces faciles à faire chez vous.